Le garçon traînait son sac de bois de chauffage jusqu'au marché chaque jour, méprisé par toute la ville, jusqu'au jour où il s'effondra d'épuisement. Tout le monde lui tourna le dos, tout le monde sauf un soldat, et ce qu'il fit laissa toute la ville stupéfaite et silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Encore en train de traîner ce maudit sac de bois par ici. La voix perçante de Madame Mullins fusa depuis la boucherie au centre du marché, résonnant dans le froid glacial du matin. Jess ne répondit pas. Il se contenta de serrer plus fort la corde dans sa main, la tête baissée, tirant le long sac de bois de chauffage sur le chemin de terre. Ses chaussures en lambeaux glissèrent légèrement sur la pente, ses talons laissant de faibles marques craquelées dans le sol gelé. Glenmore était une petite ville tranquille, mais elle n'avait jamais été paisible pour ce garçon de 12 ans. L'incendie d'il y a des années, celui qui avait transformé les parents de Jess en de simples noms effacés de la mémoire, hantait encore la rue principale. Les briques le long de cette route restaient sombres de suie, comme si la ville elle-même insistait pour préserver la tâche comme une punition, non seulement pour les morts, mais pour quiconque avait été laissé derrière. Le sac se traînait avec un bruissement rauque derrière lui. Un côté était déchiré, exposant un morceau de bois qui raclait le sol avec un bruit sourd et sec. Il pesait presque autant que Jess, peut-être plus, mais il ne s'arrêtait pas. La main gauche sur la corde, la droite tendue pour l'équilibre, il devait vendre ce bois. Il devait l'échanger contre un médicament contre la toux pour Ellie, sa petite sœur, la seule famille qui lui restait, malade dans leur cabane en bois à l'orée de la forêt. Un vent glacial balaya la pente de terre. Pas un seul rayon de soleil ne perçait les épais nuages gris plomb de l'hiver. Les boutiques commençaient à ouvrir, mais la plupart de ceux qui voyaient Jess se détournaient rapidement. Un homme serra son jeune fils contre lui et murmura « Ne le regarde pas. Cette famille n'attire que des ennuis. » Alors que Jess approchait du virage près de la place du village, la roue en bois de sa charrette grinça sèchement. Une seconde plus tard, l'essieu se brisa. Le sac bascula, puis s'écrasa au sol, déversant des bûches dans toutes les directions. Un morceau roula jusqu'au pied de Madame Mullins, effleurant légèrement ses bottes en cuir. Elle baissa les yeux, son regard se rétrécissant. Puis, sans un mot, la femme plongea une louche dans la bassine, sortit et jeta l'eau sale directement sur le garçon. L'éclaboussure froide et immonde frappa Jess en plein visage, trempant le col effiloché de sa chemise usée. L'odeur de viande crue mêlée à la boue s'accrocha à sa peau, lui serrant la gorge. Mais Jess ne broncha pas. Il ne se releva pas, ne se défendit pas. Il resta simplement assis là, ses mains rassemblant à l'aveugle le bois de chauffage éparpillé sur le sol souillé. Le vent transportait l'odeur aigre et le son de quelques enfants qui ricanaient à proximité. Un morceau de bois déchiqueté se brisa et lui écorcha la main. Du sang suinta de la crevasse entre ses doigts gelés. Il n'appuya pas pour arrêter le saignement, il serra le morceau contre sa poitrine pour la chaleur, pas pour la guérison. Juste à ce moment-là, une jeune femme de l'autre côté de la rue, devant la boulangerie, le remarqua et fit un pas en avant, mais s'arrêta. Son regard croisa celui de Madame Mullins, qui se tenait sur le porche, les bras croisés, en train de regarder. La femme hésita, puis rentra et ferma la porte vitrée. Un vieux camion passa en vrombissant, ses pneus crissant sur les sillons boueux. Jess leva les yeux un instant, puis baissa de nouveau son regard. Le sac de bois semblait 2 fois plus lourd maintenant, pas seulement à cause du bois, mais à cause du poids des regards de la ville qui pesaient sur son dos. Il lui fallut près de 15 minutes pour rassembler le bois de chauffage dans le sac. Il glissa un bâton cassé sous la charrette pour empêcher l'essieu de glisser à nouveau, puis l'attacha avec une bande de tissu. Chaque mouvement était lent et sûr, non pas parce qu'il était habile, mais parce qu'il avait fait cela tous les jours depuis 3 ans. Encore un peu de temps. Attends-moi, petite sœur, murmura Jess. Personne n'entendit. Personne ne vint. Sur le porche, Madame Mullins avait déjà tourné le dos. De l'autre côté de la rue, la porte de la boulangerie restait fermée. Une rafale de vent siffla près du toit, secouant un tas de neige qui s'écrasa à côté de lui. Quelqu'un avait vu, mais avait rapidement détourné le regard. Sur la rue pâle et gelée, la seule chose qui restait était la petite silhouette d'un garçon de 12 ans traînant un sac que personne ne voulait voir, gravissant une colline que personne ne voulait monter. Et Jess n'avait aucune idée que ce voyage silencieux, transportant du bois de chauffage pour survivre, serait un jour la chose même qui sortirait toute une ville de l'obscurité. Jess traîna le sac de bois plus profondément dans le marché central alors que les habitants commençaient à ouvrir leurs étals. Il s'arrêta silencieusement devant le four de Lucille. Madame Lucille sortit de derrière le comptoir,
son regard tout aussi perçant que d'habitude, et parla assez fort pour que tout le monde aux alentours entende, « Je te l'ai déjà dit, je n'achète rien à la famille du diable. » Puis elle montra le trottoir. « Va ailleurs. Je ne veux pas de ton ombre près de mon magasin. » Jess baissa la tête sans un mot. Il posa le sac de bois comme il le faisait toujours, mais à ce moment-là, 3 garçons de son âge s'approchèrent. Le plus grand donna un coup de pied dans l'essieu de la charrette de Jess, assez fort pour la retourner. Le bois de chauffage s'écrasa au sol, les bûches se dispersant dans toutes les directions. Une bûche frappa la jambe d'un passant, mais personne ne s'arrêta pour aider. Le deuxième garçon éclata de rire et dit fort, « Oups, désolé, petit diablotin, il a cassé sa charrette. » Pendant ce temps, le troisième garçon se pencha, fit semblant d'aider à ramasser un morceau de bois, puis le lança sur Jess avec un geste froid et moqueur. Jess s'accroupit et commença à ramasser le bois, un morceau à la fois. Il ne dit pas un mot, ses lèvres étaient si serrées qu'elles saignaient. Ses mains, craquelées et égratignées par le froid, tremblaient alors qu'il essayait de réparer l'essieu cassé avec une bande de tissu. Mais au moment où il se releva, un vertige le frappa. Sa vision se brouilla, le monde tourna, et il s'effondra, le visage contre le sol humide, son corps gisant immobile en plein milieu de l'allée la plus fréquentée du marché. Tout le monde le vit, mais personne ne s'avança. Madame Lucille ferma simplement la porte de sa boutique et soupira, comme si elle venait d'éviter une sorte de catastrophe. Les passants contournaient Jess comme s'il était une flaque d'eau sale, sans aucune sympathie dans les yeux, pas un seul mot d'inquiétude. Un petit garçon d'environ 8 ans, tenant la main de sa mère, regarda et murmura « Qu'est-ce qu'il a, maman ?» La mère répondit doucement « Ne regarde pas, continue de marcher », puis elle entraîna son enfant, passant à côté de lui. Le garçon gisait là, la joue froide et maculée de terre, les lèvres pâles, ses mains serrant toujours le morceau de bois marqué du grain d'une aile d'oiseau. Des flocons de neige tombaient, se posant sur le tissu fin de son manteau. Sa charrette avait basculé sur le côté, l'essieu plié comme un bras cassé. À cet instant précis, un klaxon retentit au bout du marché. Des pneus crissèrent contre le sol gelé. Un camion militaire couvert de poussière grise dérapa sur le chemin principal, freinant brusquement au milieu de la foule, forçant les gens à reculer des deux côtés. La portière s'ouvrit avec fracas. Un homme en manteau épais en descendit. Il marchait d'un pas décidé, rapide et droit. Son regard balaya la foule, et personne n'osa l'arrêter. Il se dirigea vers Jess, s'agenouilla, vérifia son pouls et demanda fermement, « Ce garçon, que s'est-il passé ?» Personne ne répondit. Quelques regards se tournèrent vers lui, puis se détournèrent. Il répéta la question, plus fort cette fois, « Depuis combien de temps est-il allongé ici ?» Toujours le silence. Le soldat glissa un bras sous le dos de Jess et le souleva doucement du sol. Ajustant la posture du garçon, il se redressa et scruta chaque visage autour de lui. Derrière la fenêtre de la boulangerie, Madame Lucille se tenait immobile. Le groupe de 3 garçons baissa les yeux vers leurs pieds. Un homme fourra ses mains dans les poches de son manteau et s'éloigna, prétendant n'avoir jamais été là. Personne ne parla. Personne ne s'avança. Personne n'appela à l'aide. Le soldat dit, calmement, sans crier, sans colère, mais chaque mot atterrissait comme un clou enfoncé dans l'air, « Vous avez vu un enfant s'effondrer et vous l'avez juste regardé rester là. » Quelques personnes se raidirent. Une femme âgée marmonna quelque chose dans sa barbe, mais personne ne répondit. Il se tourna, portant Jess vers le camion. Il ouvrit la porte arrière et déposa le garçon avec le soin réservé à quelque chose de fragile. Enveloppant Jess dans une couverture militaire, il se pencha pour attacher la ceinture de sécurité. C'est alors qu'il le vit. Une petite cicatrice en forme de croissant sur le cou de Jess, faible mais indubitable. Et dans cette brève seconde, le soldat se figea, comme si quelqu'un l'avait saisi à la gorge. Un souvenir éclata dans son esprit comme un feu dans l'obscurité, l'image de sa fille, morte dans l'incendie d'une maison des années auparavant. Il ferma la porte, monta dans le siège du conducteur, ne dit rien à personne, ne regarda jamais en arrière. Il ne laissa qu'une seule phrase derrière lui, « Si c'est ainsi que vous traitez un enfant, alors cette ville n'est pas digne d'être appelée une communauté. » Le moteur rugit. Le camion militaire s'éloigna du marché délabré, laissant derrière lui une cour enneigée et souillée et une collection de regards stupéfaits. La foule resta immobile. Certains baissèrent la tête, d'autres se détournèrent. Personne ne parla, comme si leur silence venait d'être exposé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce moment serait la dernière fois qu'ils pourraient prétendre ne pas voir. Car à partir de ce moment, personne à Glenmore ne pourrait ignorer le garçon qui tirait le sac de bois.
Parce que ce qui allait suivre forcerait chaque regard à se tourner et à affronter la vérité. Le camion militaire s'arrêta sur la pente de terre menant à l'ancien hôpital de campagne, niché contre la colline couverte de pins. Le bâtiment de 2 étages en pierre grise avait autrefois accueilli des soldats blessés pendant la guerre civile. Maintenant, seule une pièce restait utilisée, le reste gisait sous un manteau de poussière et de mousse. Carter transporta Jess à travers le couloir sombre. L'éclairage était faible, les cadres de lit en métal étaient vieux mais propres, rangés chaque semaine par une habitude dont personne ne se souvenait vraiment de l'origine. Il déposa doucement le garçon, vérifia sa respiration, desserra son col et retira la couverture. Jess était toujours inconscient, mais sa petite main serrait fermement quelque chose enveloppé dans un tissu usé. Carter le déballa soigneusement, un morceau de toile en lambeaux renfermant un petit insigne de bronze terni. Il l'approcha de la lumière, où une faible gravure capta la lueur tamisée, Holloway, service d'incendie de Glenmore. Carter se figea. Il connaissait ce nom. Holloway. Cette nuit-là, à travers le crépitement d'une radio défaillante, il avait entendu ce nom crier au milieu du chaos. Un pompier courant dans un entrepôt en feu pour sauver sa femme et son enfant. Carter se souvenait clairement de l'image, un homme berçant une petite fille, criant, disparaissant dans la fumée. Puis vint l'explosion, et le nom Holloway fut enterré avec elle. La main de Carter se serra, non pas parce que le garçon avait été abandonné au marché, mais à cause de ses yeux, de ce regard. C'était le même regard que sa fille lui avait lancé juste avant que le feu ne prenne tout. Il s'assit sur le bord du lit, posa l'insigne sur la table et garda les yeux sur le garçon endormi. Au milieu de son délire, Jess gémit, les lèvres tremblantes, « Ellie, ne meurs pas. Je suis de retour maintenant, n'aie pas peur. » Un frisson parcourut l'échine de Carter. Il toucha le front de Jess. Froid, mais pas de fièvre. Sous le manteau épais, le corps du garçon n'était que peau et os. Carter ouvrit son sac, sortit une poche de perfusion, inséra la ligne dans le bras du garçon et la fixa avec de la gaze. Quand il eut fini, il recula, se redressa et fixa le plafond en silence. 1 heure plus tard, Jess s'agita. Ses yeux se posèrent sur Carter, nerveux, surpris, puis il détourna rapidement le regard. Il se redressa brusquement, cherchant à atteindre la perfusion, mais Carter lui tint doucement le bras et parla d'une voix stable, « Tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal. » « Laissez-moi partir, » dit Jess d'une voix rauque. « Je dois retourner voir Ellie. » Carter demanda, « Qui est Ellie ?»« Je dois y aller. Ma petite sœur. Elle ne peut pas marcher. Elle est seule à la maison. Je n'ai pas besoin d'être ici. S'il vous plaît, ne me sauvez pas. » « Gamin, » dit doucement Carter, retenant sa voix, « tu t'es effondré au milieu du marché. Pas une seule personne n'est venue t'aider. Je ne pouvais pas simplement laisser un enfant mourir de froid sous mes yeux comme ça. » Pour la première fois, Jess le regarda dans les yeux. Son regard était injecté de sang, silencieux, comme de l'eau stagnante. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, chaque mot tombant comme du plomb. « Toute cette ville veut que je parte. » Carter ne répondit pas. Dans son esprit, les images de cet ancien incendie revinrent en force, comme une blessure non cicatrisée. Il se souvint des cris, de l'odeur du bois brûlé, de la lueur des flammes dansant sur le panneau entrepôt du conseil de Glenmore. Il se souvint des cris, « Il y a un enfant à l'intérieur. » Puis l'explosion, et ensuite le silence. Doucement, il demanda, « Ton père, quel était son nom ?» « Holloway, » répondit Jess sans hésitation. « Michael Holloway. » Carter baissa la tête. « Ce nom. » Il se leva, se dirigea vers le bureau, prit un vieil insigne, le tint dans sa main un long moment, puis se retourna, sa voix basse, « J'ai vu ton père cette nuit-là, pendant l'incendie. » Jess tressaillit. Il essayait de sauver quelqu'un. J'ai entendu son nom à la radio. Mais le temps que j'arrive, l'entrepôt avait déjà explosé. Les gens ont dit que c'était lui qui l'avait déclenché. Jess se mordit la lèvre et hocha la tête, comme s'il rejouait un verdict qu'il avait entendu 100 fois. Je sais ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas vrai. Carter fixa ses yeux, des yeux bien trop vieux pour un garçon de 12 ans. Il ne dit pas un mot de plus. Il se rassit simplement à côté du lit, versa un verre d'eau et le tendit à Jess, qu'il accepta avec des mains tremblantes. « Je sais ce qu'ils disent » répéta le garçon, plus bas cette fois, mais d'une voix ferme. Il n'y avait aucune défiance dans sa voix, aucune supplication, juste une vérité tranquille que personne n'avait jamais pris la peine d'entendre. Carter fit un petit signe de tête. « Je vais te ramener à la maison. Mais d'abord, je dois vérifier quelque chose. »
Cette phrase, simple, sans promesse, était la première chose qu'un adulte disait à Jess en 3 ans qui ne le repoussait pas. Il ne comprenait pas entièrement, mais pour la première fois, il sentit qu'il n'était peut-être pas invisible. Et dans l'esprit de Carter, une porte vers le passé s'entr'ouvrit. Le vent de cet ancien incendie s'engouffra, chargé de fumée, de culpabilité et du terrible sentiment qu'il avait peut-être, autrefois, regardé le mauvais homme. La route de terre menant à la lisière nord de Glenmore était truffée de nids de poules. Le camion de Carter rebondissait violemment sur chacun d'eux, mais il ne ralentissait pas. Sur le siège passager, Jess était assis en silence, les 2 mains agrippées aux lanières effilochées de son sac à dos, les yeux fixés sur la fenêtre, ne disant rien. Il était maintenant complètement réveillé, mais le silence entre eux ne s'était pas encore rompu. « On est près de chez toi ?» demanda Carter, les yeux toujours sur la route, les mains stables sur le volant. Après la colline, puis au poteau électrique brûlé, tournez à gauche. Marchez encore 100 pas, et c'est là. Carter hocha la tête, sans rien dire de plus. Le vent sifflait à travers les pins comme les hurlements de fantômes d'un autre temps. Alors que le camion prenait le dernier virage, une petite maison en bois apparut. Son toit était sévèrement incliné d'un côté, les murs tachés de moisissures, un morceau de carton scotché là où une vitre aurait dû se trouver. Jess sauta du camion avant même que Carter ait pu atteindre la poignée de la porte. Il courut directement sur le porche et poussa la porte en bois qui grinçait. « Ellie !» appela-t-il, la voix tendue, presque cassée. Une toux sèche vint de l'ombre. « Je suis là. Je vais bien. Tu es de retour. » Carter marcha lentement vers l'entrée et s'arrêta. De l'extérieur, il pouvait voir clairement l'intérieur. Un seul lit bas placé près d'une cheminée délabrée, des murs de briques fendus de profondes fissures, des taches sombres de dégâts des eaux descendant comme des ecchymoses. Une petite fille, peut-être de 7 ans, était allongée sur le côté, les cheveux emmêlés, les joues creuses, ses jambes enveloppées dans 2 fines couvertures. « As-tu froid ?» Jess s'assit à côté du lit, retirant rapidement son manteau et le posant doucement sur elle. « Je n'ai pas froid. Je t'attendais depuis hier. » Ellie sourit faiblement, puis fut secouée par une longue quinte de toux sèche. Carter resta sous l'avant-toit du porche, les yeux fixés sur l'enfant. Il n'entra pas. Son pied s'arrêta sur le seuil, comme si un pas de plus écraserait quelque chose de trop fragile, ou franchirait une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Ellie toussa de nouveau, plus fort cette fois, d'une toux rauque et râpeuse. Le front de Carter se plissa. Il n'avait pas besoin d'un stéthoscope pour reconnaître ce genre de toux. Ce n'était pas juste le froid. Jess leva les yeux, hésitant. « Voudriez-vous entrer ?» Carter fit un petit signe de tête, mais ses yeux ne quittèrent pas la petite fille. « Je dois examiner ta sœur. Cette toux n'est pas normale. Si elle reste ici beaucoup plus longtemps, ça pourrait s'aggraver rapidement. » Jess baissa la tête, sa main serrant doucement celle d'Ellie, comme pour s'excuser de ne pas avoir pu mieux la protéger. Ce n'est qu'alors que Carter franchit le seuil, lentement, mais avec une résolution qui disait qu'une décision avait été prise, une décision qui ne pouvait être annulée. « Êtes-vous médecin ?» demanda doucement la petite fille. « Non. J'étais soldat autrefois, donc je connais un peu la médecine. »« Alors, êtes-vous une bonne personne ?» continua Ellie. La main de Carter s'arrêta en l'air. Une question simple, tranchante comme une lame. « Je ne sais pas, » répondit-il lentement. « Je pensais l'être. Puis il y a eu un temps où je n'en étais plus si sûr. Mais vous n'avez pas abandonné mon frère. » « Pourquoi ? Tous les autres l'ont fait. » Carter regarda directement dans les yeux d'Ellie et répondit, sa voix ferme. « Parce que ton frère ne méritait pas d'être abandonné. Et parce que j'ai un jour abandonné quelqu'un. Quelqu'un que je vois encore dans mes rêves chaque nuit. » Ellie ne dit rien de plus. Elle se tourna vers Jess et lui fit un petit sourire. « Je le savais. Je savais qu'il y aurait quelqu'un qui ne t'abandonnerait pas. » Sur la table en bois usé, Carter remarqua un morceau de papier plié en 4, glissé sous une tasse en céramique fissurée. Il le prit et le déplia. L'écriture était tremblante mais claire. « Si je pars, s'il vous plaît, n'abandonnez pas les enfants. Si ne serait-ce qu'une personne s'arrête, je prie pour qu'elle voie. Je prie pour qu'elle entende mon enfant. » Carter replia la note et la glissa dans la poche de sa poitrine. Il ne dit rien, mais quelque chose en lui, durci il y a longtemps par la guerre, par le feu, par la perte, se fissura juste un tout petit peu. Jess s'assit, ajusta la couverture autour de sa sœur et parla doucement. « Mon père, il n'a pas déclenché cet incendie. Je sais que tout le monde le pense, mais ils ont tort. » Carter fit un petit signe de tête. « Je commence à le penser aussi. » Jess leva les yeux vers lui,
ses yeux contenant le genre d'espoir qui avait attendu très, très longtemps. Attendant qu'un adulte prenne ses paroles au sérieux. Cette nuit-là, Carter s'assit près du feu. Sa voix était lente, comme s'il démêlait quelque chose de très noué dans son esprit. J'étais dans l'équipe d'urgence. J'ai reçu l'appel par radio vers minuit. Quelqu'un a crié, clair comme le jour, Holloway est à l'intérieur. Il porte un gamin, encore en vie. Carter déglutit difficilement, les yeux fixés sur la flamme vacillante. Le temps que j'arrive, l'entrepôt a explosé. Il ne restait rien, juste le son des gens qui pointaient du doigt. Jess releva la tête, les yeux rouges, mais pas à cause de la fumée. Il tremblait, non pas de froid, mais du poids d'entendre pour la première fois depuis des années quelqu'un parler de son père sans suspicion. Ils ont dit qu'il avait mis le feu pour couvrir quelque chose, continua Carter, le regard toujours fixé sur le feu. Mais ce que j'ai vu, ça ne collait pas. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Jess baissa les yeux, puis leva soudain une main pour couvrir son visage. Ses épaules tremblaient. Un son étouffé lui échappa, comme un chagrin si profondément enfoui qu'il devait se frayer un chemin pour remonter. J'ai essayé de leur dire, murmura-t-il, que mon père n'était pas comme ça. Mais ils ont tous secoué la tête. Ils m'ont regardé comme si j'avais du feu dans les veines. Carter se retourna, regardant le garçon avec des yeux qui comprenaient. Personne n'a jamais écouté, hein? Jess hocha lentement la tête, des larmes tombant sur le tissu usé de sa chemise. Jamais. Pas jusqu'à maintenant. Un lourd silence s'installa dans la pièce en bois. Carter se pencha, versa un verre d'eau et le plaça doucement dans les mains du garçon. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à parler seul. Le silence s'étira entre eux trois. Entre l'immobilité froide et l'odeur de bois pourri dans la cabane, Carter regarda Ellie. Ses yeux étaient ternes, sa peau pâle, sa respiration saccadée comme si elle se décomposait. Il s'approcha et s'assit au bord du lit, posant une main sur son front. Il fronça légèrement les sourcils. Elle a de la fièvre. Elle en a toujours quand le vent change, marmonna Jess. Le médecin en ville ne soigne personne de la famille Holloway. J'ai essayé d'avoir des médicaments une fois. Ils ont dit qu'ils ne nous vendaient rien. Carter se leva et sortit son téléphone de la poche de son manteau. Alors j'emmènerai ta sœur à l'hôpital du comté voisin. Pas de supplication, pas d'attente. Juste ce qui doit être fait. Jess serra la main de sa sœur et secoua la tête. Si vous faites ça, toute la ville vous détestera. Carter baissa les yeux vers le garçon. Je ne suis pas ici pour être aimé. Puis il se tourna de nouveau vers Ellie. Ses yeux clignèrent faiblement, trop faibles pour poser des questions. Carter posa doucement sa main sur la fine couverture et parla comme une promesse, nous n'abandonnerons personne. Plus jamais. La nuit était tombée sur la colline des soldats à la retraite. Le vent sifflait à travers les fentes de la porte en bois. Les branches de pin se frottaient les unes contre les autres, produisant des sons creux et épars comme des coups lointains venant d'un endroit lointain. Carter était assis seul dans la chambre du deuxième étage de la pension des vétérans. La pièce ne contenait rien de plus qu'un bureau, un lit pliant, une vieille étagère et un dossier qu'il gardait sous clé depuis 2019 dans un tiroir en métal rouillé. Plus tôt dans l'après-midi, il avait emmené Ellie à l'hôpital du comté, à 50 km de la ville. Le médecin avait dit qu'elle aurait besoin d'un traitement à long terme. Il y avait encore une chance qu'elle se rétablisse si l'intervention était rapide et avec des soins appropriés. Carter n'hésita pas. Il signa chaque document sans une seconde pensée. Il appela également un vieil ami qui gérait un camp d'entraînement d'hiver, lui demandant de s'occuper de Jess pendant quelques jours, pour donner au garçon un lit chaud, des repas chauds et un endroit où personne ne le regarderait comme s'il était un monstre. Maintenant, la pièce n'était remplie que par le tic-tac d'une horloge et le poids d'un homme déchiré entre le passé et le présent. Carter ouvrit le tiroir. Sa main s'arrêta quelques secondes au-dessus de la serrure, puis il tourna la molette. Clic, le tiroir s'ouvrit en grinçant, libérant une odeur de vieux papier et de cendres, comme si le temps lui-même frissonnait d'être dérangé. Il étala le dossier sur le bureau, photos de la scène de crime, schéma de l'entrepôt, conversations radio enregistrées, tout cela scellé il y a des années sous la conclusion incendie accidentel due à la négligence. Mais maintenant, la voix de Jess résonnait dans sa tête. Mon père ne l'a pas fait, mais personne ne m'a cru. Carter plongea la main dans sa veste et en sortit un bout de papier froissé, la note qu'il avait ramassée sur le petit autel dans la maison en bois. Une écriture de femme, tremblante et penchée, ils sont innocents. Croyez-les, même si le monde entier ne le fait pas. Les yeux de Carter s'attardèrent longuement sur cette ligne. Ils sont innocents,
répéta-t-il, les mots secs et cassants comme un vœu. L'incendie de cette année-là, il s'en souvenait vivement. Quand il était arrivé, le bâtiment était déjà consumé par les flammes. Les gens désignaient le corps de Holloway sans hésitation, le blâmant comme par instinct. Mais où le feu avait-il vraiment commencé? Pourquoi y avait-il eu des cris provenant du bureau? Et pourquoi n'avait-il jamais reposé ces questions? Carter serra les poings, fixant une photo tachée de fumée d'un homme courant à travers les flammes avec un enfant dans les bras. S'il s'était trompé, alors ce garçon n'avait pas seulement traîné un sac de bois pendant toutes ces années. Il avait traîné le poids d'un verdict injuste. Carter ouvrit à nouveau le dossier. Page après page, jaunie sur les bords, couverte de sa propre écriture serrée, note de l'enquête sur l'incendie de l'entrepôt au centre du conseil de Glenmore. Une affaire classée en seulement 3 semaines avec une conclusion estampillée à l'encre, court-circuit électrique dans le stockage des archives. Accidentel. Mais il se souvenait clairement que cette nuit-là ne s'était pas déroulée comme il le disait. Il se souvenait de l'alarme hurlant pendant son service, de l'odeur âcre et suffocante du plastique brûlé. Il se souvenait du soldat Holloway, faisant irruption comme un possédé, criant le nom de sa fille au milieu des flammes. Carter avait autrefois cru comprendre cette affaire, avait autrefois accepté le rapport officiel. Mais maintenant, après avoir vu Jess, entendu la voix d'Ellie, lu la lettre d'une mère disparue depuis longtemps et regardé dans les yeux du garçon alors qu'il disait « Toute cette ville veut que je parte », quelque chose en lui s'agita. Il tourna à la page avec la photo de la scène, une prise de vue aérienne en noir et blanc, granuleuse mais suffisamment claire. Les flammes avaient commencé du côté, là où se trouvait le bureau des archives du conseil, et non du côté ouest où se trouvait le hangar de matériaux inflammables, comme le prétendait le rapport. Pourquoi cette divergence? Pourquoi personne ne l'avait-il soulevé? Et pourquoi toute la faute était-elle retombée sur Holloway, l'homme qui avait couru dans le feu, pas loin de lui? Carter se redressa, attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Garrett, un ancien pompier, l'ancien coéquipier de Carter, brusquement réaffecté après l'incendie. Le téléphone sonna 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. Une voix rauque se fit entendre, mi-méfiante, mi-comme si elle s'attendait à ce moment. « Je pensais que tu n'appellerais jamais. » Carter posa son coude sur le bureau, les doigts tournant distraitement un vieux briquet rouillé. « Il faut qu'on se voie. C'est à propos de Glenmore. Demain. » À l'autre bout du fil, un léger soupir flotta dans le récepteur. Un court silence, juste assez long pour que Carter sache que l'homme se souvenait de quelque chose d'amer. « Je savais que tu reviendrais là-dessus. Depuis le jour où ils m'ont forcé à partir. Depuis la façon dont tu as regardé la scène sans dire un mot. » Garrett s'éclaircit la gorge, puis parla lentement, posément. « D'accord. L'ancienne station de réparation. La route secondaire à travers les bois. 13 heures précises. Mais tu ferais mieux de te préparer. Certaines choses ne peuvent pas être dites gentiment. » Carter ne répondit pas. Il fixa simplement la photo floue sur son bureau, ses yeux perçant les couches de cendres et de mémoire. Le vent balaya à nouveau le vieux toit. Carter resta immobile dans la pièce, les yeux fixés sur le dossier devant lui. Il faisait face à une vérité plus lourde que le feu. La vérité qu'il avait peut-être baissé la tête devant un mensonge. Et si c'était vrai, alors il avait aidé à enterrer une famille dans des ténèbres dont elle ne se relèverait jamais. L'après-midi suivant, Carter conduisait sur la route de terre rouge et boueuse à la lisière sud de la ville, où les fondations en briques calcinées de l'ancien entrepôt se dressaient encore seules dans un champ d'herbes jaunissantes. À proximité, une cabane en tôle avec un toit gris affaissé était enfoncée entre 2 petites buttes. Une vieille pancarte en bois pendait de travers à côté de la porte, « Soudure et réparation Garrett, fermée ». Il arrêta la voiture. L'air était immobile. Le vent gémissait à travers les tôles rouillées, produisant un grincement bas et douloureux. La porte de l'atelier était légèrement entr'ouverte. Carter la poussa sans frapper et entra. Garrett était penché, en train de souder un cadre en acier cassé. Sa chemise était effilochée aux épaules, ses cheveux couleur de cendre, et son dos courbé comme s'il portait 5 ans de silence. Entendant des pas, il s'arrêta, retira ses lunettes de sécurité, mais ne leva pas les yeux. « Tu es venu, finalement. » Sa voix était sèche et rauque, pas surprise, mais pleine d'attente. Carter resta immobile un instant avant de parler. Trop de choses ne collent pas. Le rapport ne correspond pas à l'histoire du gamin. Et les souvenirs de cette nuit? Garrett posa ses outils, se retourna, le regardant droit dans les yeux. Tu avais des doutes à l'époque, n'est-ce pas? Carter ne le nia pas. Oui.
Mais quand tu as soudainement démissionné après l'incident, j'ai pensé que tu avais choisi le silence. Garrett laissa échapper un rire creux, amer sous le son. Je ne l'ai pas choisi. J'allais remettre les registres originaux. Mais tôt le lendemain matin, le capitaine et quelqu'un du conseil municipal sont entrés dans mon bureau. Ils ont laissé une lettre de licenciement sur mon bureau et ont dit, officieusement, « Tu veux la paix? Déchire-la. » Et je l'ai fait. Carter s'approcha du bureau, son regard se portant sur une armoire en acier utilisée pour ranger des dossiers. « Et maintenant, pourquoi tu me dis ça? » Garrett resta silencieux quelques secondes, puis, presque comme une confession, « Parce que j'ai entendu le nom du garçon, Jess Holloway. Parce que je l'ai vu traîner ce sac de bois sur la place, comme s'il traînait ma culpabilité avec lui. Je ne peux pas mourir avec ça enfoui en moi. » Il ouvrit l'armoire, en sortit un vieux dossier noué avec une ficelle en tissu délavé et le posa sur le bureau. Le plan original et une photo de la scène. Je ne les ai jamais remis. Le feu a commencé dans le bureau administratif, pas là où ils l'ont dit. Carter déplia le plan, ses yeux se posant sur un cercle rouge marqué du côté et de l'entrepôt, un endroit auquel seul le personnel du conseil avait accès. Il marmonna. Garrett hocha la tête, sa voix baissant à un murmure bas, « Cette nuit-là, j'ai entendu du verre se briser. Quelqu'un a crié depuis cette pièce. Mais après avoir été forcé de quitter le service, je me suis convaincu que c'était peut-être mieux de tout laisser s'estomper. Mais ensuite, ce garçon a grandi en silence, avec le nom de son père traîné dans la boue. » Il sortit une autre photo du dossier, une photo en noir et blanc, le coin brûlé, prise dans le couloir administratif. Je suis resté silencieux, et il a payé le prix pour moi. Un gamin de 12 ans. Carter prit la photo, sa poigne se resserrant autour d'elle. Et maintenant, si je reste silencieux, alors je ne suis pas différent de toi. Il fixa la photo, immobile. C'était la première preuve réelle, pas seulement des plans, mais un témoin vivant. Quelqu'un qui avait entendu le cri, vu où le feu avait commencé, savait que tout avait été enterré et avait gardé le silence pendant 5 longues années. « Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant ?» demanda Carter. Non. Les autres ont pris leur retraite anticipée. Quelques-uns ont tout simplement disparu des registres. « Cette ville ?» murmura Carter, elle a enterré à la fois le feu et la vérité. Garrett s'affaissa dans sa chaise, laissant échapper un souffle fatigué. Je pensais que rester silencieux protégerait les enfants. Mais la paix ne vient pas en cachant les choses. Elle vient en les affrontant. Carter plia le plan et le glissa dans sa poche intérieure. Il n'avait besoin de rien d'autre. Le mur s'était fissuré, et ce qui se cachait derrière était prêt à être révélé. Il se tourna vers la porte. Pas de merci, juste un signe de tête silencieux. Garrett ne se leva pas, ne regarda pas en arrière. Il retourna à son établi de soudure, remit ses lunettes et laissa la flamme du chalumeau reprendre vie. Pas pour cacher quelque chose cette fois, mais pour réparer ce qui avait été brisé. La nuit tomba sur la place de Glenmore. L'hôtel de ville se dressait en silence, comme s'il avait depuis longtemps oublié sa fonction. À l'intérieur, une faible lumière jaune vacillait dans la salle de sécurité, projetant des ombres sur les vitres poussiéreuses. Un lieu qui fut autrefois le centre névralgique de toute une communauté, maintenant froid et vide comme des archives de souvenirs inachevés. Carter se déplaçait silencieusement le long du mur nord, le manteau zippé, la capuche rabattue sur son front. Ses yeux étaient fixés sur la porte latérale en acier où des lettres argentées délavées se détachaient de la surface. Archive, personnel autorisé seulement. Il tenait légèrement son téléphone. Sur l'écran, juste un court message de Max. OK. 15 minutes. Max, un vieil ami qui travaillait autrefois au service technique de la mairie, maintenant en charge de la maintenance CVC et de l'infrastructure interne, était la seule personne en qui Carter pouvait encore avoir confiance. Et la seule personne qui ait jamais su que les archives de 2019 n'avaient pas été entièrement détruites. Elles avaient été scellées et stockées au sous-sol. C'est Garrett qui l'avait dit, 2 jours auparavant, en montrant une carte de la scène de crime et en murmurant « Si tu veux vraiment savoir qui a incendié le bâtiment de stockage, tu devras aller au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Il y a un grand livre budgétaire qui était marqué pour être détruit, mais je parie que Max sait où il a fini. » Un léger clic résonna, un grincement métallique doux comme des dents qui se serrent. La serrure électronique secondaire venait d'être déverrouillée à distance. Sans hésitation, Carter poussa la porte. Un couloir étroit s'étendait devant lui, ses murs en béton tachés et inégaux. Une ampoule à détecteur de mouvement vacilla, puis s'éteignit. Il suivit le plan que Max avait envoyé,
À gauche après l'ancien placard à fournitures, puis un escalier en bois grinçant menant au sous-sol. Pas de caméra à ce niveau, une vieille politique datant de l'époque où le maire Luther Grant avait ordonné des coupes budgétaires. Pas de surveillance nécessaire dans le sous-sol des archives. Et maintenant, cette même politique était la première fissure dans le mur de mensonges que Carter s'apprêtait à démolir. Le couloir s'étendait à l'infini, chaque pas de Carter résonnant contre le sol en pierre comme un léger tapotement sur le cœur de cette ville vieillissante. Des classeurs métalliques bordaient les murs, chaque tiroir marqué par année, 1998 à 2024. Mais Carter ne cherchait pas par année. Il suivait une odeur, l'odeur du vieux papier, de la poussière, du froid sec qui s'accroche aux choses qui ont autrefois brûlé mais qui ont depuis été enterrées profondément. Il s'arrêta devant un tiroir scellé, y glissa la clé que Max lui avait donnée. Fais attention, il a peut-être été scellé, mais pas supprimé du système, avait prévenu Max. Le tiroir s'ouvrit avec un léger grincement. Pas grand-chose à l'intérieur, juste une seule boîte à documents argentés, scellée avec du ruban rouge, estampillé archivé, ne pas traité. Carter la transporta jusqu'à la table et l'ouvrit avec une petite lame. À l'intérieur, les papiers étaient en désordre, rapport de dépenses budgétaires pour le projet Central Park, allocation du fonds de secours après l'incendie, une pile de factures photocopiées pour du matériel de lutte contre l'incendie, toutes portant la signature de Luther Grant, le maire à l'époque de l'incendie et chef du conseil municipal. Au fond de la boîte, il trouva un mince carnet relié en cuir sombre, fermé par une lanière souple. Pas de sceau, pas d'inscription. Carter l'ouvrit. L'écriture était penchée mais soignée, détaillant des réunions internes, des notes sur des transferts de fonds, des paiements d'indemnisation discrètement versés sur des comptes privés, et une ligne, soulignée en rouge épais, 25 septembre. Le grand livre stocké dans le bureau administratif doit être détruit avant la fin du mois. Donnez personnellement l'instruction à la sécurité d'incendier l'entrepôt en utilisant des produits inflammables locaux. Carter ne s'y pas. Il feuilleta les pages restantes. Il y avait un croquis approximatif de l'entrepôt, un point d'origine du feu marqué avec une note, zone à plus haut risque d'inflammation. Papier et éthanol stockés ne laissent aucune trace électrique. Un faible bruit résonna dans le couloir. Carter glissa les papiers dans la poche intérieure de sa veste, plia le carnet, referma la boîte et se dirigea vers la sortie latérale. Mais juste au moment où il atteignait le seuil, une silhouette lui bloqua le passage. Grand, large d'épaules, portant un manteau épais, la main reposant déjà près de sa ceinture. Sous la lumière du couloir, l'insigne argenté sur sa poitrine brillait sans équivoque. « Shérif Doyle. Qu'est-ce que vous faites ici, Carter ?» Sa voix était basse et sèche. Il n'eut pas besoin de l'élever, l'air dans la pièce chuta de quelques degrés tout de même. Carter s'arrêta, ses yeux fixés sur la main du shérif planant près du pistolet. « Je cherche juste quelque chose qui ont été oubliés depuis bien trop longtemps. Vous n'avez aucun droit d'être ici. » Doyle fit un autre pas en avant, son ombre s'étirant longuement sur le sol carrelé. « Je pourrais vous faire arrêter pour violation de propriété et possession de documents classifiés. » Carter ne broncha pas. Il sortit un petit carnet de l'intérieur de son manteau et le brandit. « Allez-y. Mais si je ne sors pas d'ici, tout ce qui se trouve dans ce carnet atterrira sur le bureau du rédacteur en chef du Mountain Echo au lever du soleil. Et croyez-moi, ils seront très intéressés par la signature d'un pompier vétéran qui a été poussé à modifier un rapport d'enquête officiel. » Doyle se figea. Ses yeux se portèrent sur le carnet, assez près pour reconnaître l'écriture de Garrett, assez près pour réaliser que Carter ne bluffait pas. « Vous savez que vous jouez avec le feu, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. La menace avait disparu. Ce qui restait, c'était du poids, lourdement mesuré. La voix de Carter était calme, stable. « Non. Je fouille dans les cendres. Et s'il y a du feu en dessous, ce n'est pas moi qui l'ai allumé. » Un long silence suivit. Doyle ne parla pas. Il expira lentement, son regard se retirant, comme s'il pesait quelque chose de bien plus lourd que l'autorité. Peut-être la conscience. Finalement, il s'écarta. « Je ne vous ai pas vu ce soir. Mais souvenez-vous de ceci, ce que vous déterrez pourrait enterrer toute une ville. Et où que vous alliez, ça vous suivra. » Carter fit un léger signe de tête et passa sans se retourner. Il poussa la porte latérale. Une rafale d'air froid s'engouffra comme un dernier avertissement. Dehors, la place était silencieuse et vide. La première lueur de l'aube se glissait sur le toit du vieil hôtel de ville, jetant sa lueur sur la statue couverte de rosée du soldat inconnu, comme si la ville, longtemps endormie sous une couverture de mensonges, commençait à s'agiter.
Carter se tenait là, serrant le carnet si fort que ses jointures blanchissaient dans le froid. Ce qui brûlait en lui n'était pas la rage. C'était la responsabilité. Pour la première fois depuis des années, il savait exactement ce qui devait être fait. Et cette fois, personne ne serait laissé dans l'obscurité. 3 jours après l'effraction, Carter avait tout rassemblé. Un plan du site fourni par Garrett, une photo inédite du couloir calciné, un enregistrement audio de la confession, une copie des dossiers administratifs avant leur destruction et un extrait du journal de Holloway trouvé dans une boîte en bois près de la cheminée où il avait un jour écrit « Si je dois mourir, je veux que mon enfant sache que je n'ai pas fui ». Carter contacta 3 organes de presse, le Mountain Echo, la Glenmore Gazette et un ancien journaliste avec qui il avait travaillé à l'époque du Pentagone. Les réponses furent toutes vagues et hésitantes. Trop risqué. La ville va s'embraser. Nous ne pouvons rien publier sans l'approbation du bureau du shérif. Un rédacteur en chef, bien que sympathique, fut brutalement honnête. Carter, cette histoire touche la mairie, le département de police et le fonds d'assurance de l'État. Ils l'enterreront, croyez-moi. Carter resta silencieux un long moment après cet appel. Mais ce soir-là, dans sa chambre de motel, quand il vit la petite Ellie faire des pas hésitants avec ses nouvelles attelles métalliques, et Jess debout à côté d'elle, regardant vers le haut au lieu du bas pour la première fois, il sut que rester silencieux serait un crime en soi. Alors il se rendit directement au bureau municipal et s'inscrivit pour une allocution communautaire le dimanche matin. Il loua du matériel, construisit une estrade et distribua des lettres à chaque foyer. Le message ne contenait qu'une seule ligne, « Venez sur la place du village à 11 h. Il y a quelque chose que vous devez savoir et que personne d'autre n'ose dire. » Des murmures commencèrent à onduler dans la foule au premier rang. Un homme baissa les épaules, une femme âgée porta un mouchoir à ses lèvres. Mais personne ne partit. Personne n'eut le courage de s'en aller. Carter prit une profonde inspiration, leva le carnet en cuir usé dans ses mains et commença à parler, non pas comme un homme faisant un discours, mais comme quelqu'un disant la vérité. « Je veux vous raconter une histoire. L'histoire d'un pompier. Son nom était Daniel Holloway. Il a été le premier à intervenir sur l'incendie des archives, il y a 5 ans. Cette nuit-là, j'étais là aussi, au sein de l'unité d'urgence militaire. Quand je suis arrivé, la radio crépitait encore, Holloway est entré pour le gamma. Et je l'ai vu, à travers les flammes et la fumée, un homme portant un enfant dans ses bras, courant droit à travers un feu qui dévorait tout. Il a crié un nom, puis a disparu dans l'explosion. » Carter fit une pause. De son sac, il sortit une photographie roussie, un cliché agrandi d'une vieille caméra de pompier. Sur l'image, on pouvait voir un homme se précipiter hors du brasier avec une petite fille dans les bras. C'était flou, mais indubitable. Un moment de vie ou de mort. Il la tint bien haut pour que tout le monde puisse la voir. Il n'était pas l'incendiaire. Il était le seul qui n'a pas fui. En baissant la photo, Carter déplia un plan du bâtiment, le même que Garrett lui avait donné. Selon le rapport de l'époque, le feu a commencé dans l'aile ouest. Mais les plans de 1995 et les photos de la scène montrent que le premier point d'ignition était le bureau administratif. L'endroit où les archives financières et les bordereaux de décaissements illégaux étaient conservés. Et ceci, dit Carter en appuyant sur un bouton, est un enregistrement audio. La voix de Garrett Ford, le soudeur qui était sur les lieux ce jour-là. Une voix rauque retentit à travers les haut-parleurs, lourde comme une pierre pesant sur la pièce. J'ai entendu des cris venant du bureau du conseil. Mais ils m'ont dit de ne pas le mettre dans le rapport. Je l'ai effacé, et ce garçon a payé pour toute cette maudite ville. Carter leva alors un carnet usé. Ceci appartenait au maire Luther Grant. Je vais lire la dernière ligne de la page 27, pour que personne ne puisse plus le nier. Il ouvrit le carnet et lut chaque mot, clair comme de l'eau de roche, j'ai ordonné l'incendie de l'entrepôt pour détruire les documents. Holloway se trouvait être là. Nous l'avons laissé porter le chapeau. Tout le monde l'a cru, parce qu'il est mort. La place tomba dans un silence assourdissant. Même le vent semblait retenir son souffle. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Chaque couche glaciale de faux-semblants commença à se fissurer. Puis un bruit. Madame Mullins tomba à genoux. L'homme à côté d'elle se précipita pour la rattraper, mais elle s'était déjà évanouie. Les visages qui avaient autrefois tourné le dos à Jess s'abaissèrent maintenant de honte, sans un mot. Plus de moquerie, plus de déni. Personne n'osait regarder vers le premier rang, où 2 enfants maigres se tenaient, témoins silencieux d'une vérité enterrée depuis bien trop longtemps. Jess resta immobile. Il ne dit rien, ne sia pas. Ellie serra la main de son frère,
tremblant légèrement, puis fit un pas en avant. Carter la regarda, hocha doucement la tête, et se pencha pour lui tendre le microphone. Elle toucha le micro, ses petites mains tremblaient, mais sa voix retentit plus claire que n'importe quelle cloche d'église qui ait jamais résonné sur cette place. Mon père n'était pas un homme méchant. Mon frère n'est pas invisible. Et je n'ai plus peur. Et pour la première fois en 5 ans, quelqu'un applaudit. Une personne. Puis 2. Puis toute la place se leva, applaudissant à tout rompre. Pas pour Carter, pas pour le nouveau maire, mais pour un père qui ne pouvait plus se défendre et pour 2 enfants qui n'avaient jamais été entendus. Le premier applaudissement vint de quelqu'un qui était autrefois resté silencieux, l'ancienne enseignante de Jess, celle qui s'était détournée quand il avait été battu, là, dans la salle de classe. Elle se leva et applaudit doucement. Puis vint le bruit des chaises qui glissaient. Un homme âgé avec une canne se mit debout, suivi d'une jeune mère tenant son enfant. Puis toute la rangée derrière eux suivit. Les applaudissements se propagèrent comme des ondulations. Pas d'acclamation, pas de pression, juste le signe qu'une vieille couche de glace avait enfin commencé à fondre. Jess resta immobile. Il se tourna vers Carter, les lèvres tremblantes, puis s'avança et enlaça fermement l'homme. Pas par obligation, mais parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait choisi de se tenir à ses côtés. « Merci, monsieur. » La voix de Jess se brisa. « Personne ne m'a jamais cru, mais vous, si. Et maintenant, toute la ville doit savoir la vérité. » Carter ne parla pas. Il tapota simplement le dos du garçon, son autre main reposant doucement sur l'épaule d'Ellie, comme si lui aussi était en train de guérir. Une femme aux cheveux gris sortit du 3e rang. C'était Madame Mullins, reprenant à peine ses esprits après s'être évanouie. Son visage âgé, plissé de regret, elle tomba à genoux, incapable de regarder les 2 enfants dans les yeux. « Pardonnez-nous, murmura-t-elle. La faute n'incombe pas à un seul d'entre nous. C'est nous tous. Nous vous avons laissé vivre dans l'obscurité. » Garrett se tenait au coin de la place, appuyé sur sa canne, de la poussière sur son manteau marron. Ses yeux étaient rougis. Il fit à Carter un léger signe de tête, un merci silencieux, mais profond. Le shérif Doyle ne se montra jamais, mais Carter savait qu'au matin, il n'y aurait plus de cachette dans l'ombre. Cet après-midi-là, The Glenmore Post publia une édition spéciale. En première page, une photo de Jess et Ellie, debout au milieu de la place, avec Carter derrière eux, tenant le carnet des péchés, mais avec un regard qui n'était plus hanté par le passé. Dans le coin supérieur gauche, le titre disait « Vérité enfouie ». Le maire Lutté grand inculpé pour falsification des preuves avoir fait accuser le pompier Holloway. Toute la ville le lut. Et pour la première fois, les gens ne se contentèrent pas de hocher la tête et de passer à autre chose. Ils se regardèrent, non pas par honte, mais parce que quelque chose de nouveau avait commencé. Sur le banc en bois devant l'hôtel de ville, Carter s'assit à côté des 2 enfants. Il ouvrit le carnet, tourna à la dernière page et en sortit un petit morceau de papier. Un dessin maladroit d'Ellie, une petite maison avec une cheminée et à côté, 3 personnes se tenant la main. « C'est mon avenir, » dit Ellie avec un doux sourire. « Je vais le redessiner avec un ciel plus bleu, cette fois. » Après plus de 3 mois de traitement à l'hôpital régional, Ellie, la petite fille qui gisait autrefois silencieuse sous une fine couverture, les jambes immobiles, pouvait enfin se tenir debout, grâce à un programme de rééducation neurologique et à un soutien en kinésithérapie. Son corps ne pouvait toujours pas marcher normalement, mais avec son nouveau déambulateur et un esprit résilient, Ellie était comme un jeune arbre après une tempête, fragile mais intacte. La vérité sur l'incendie d'il y a des années fut enfin révélée, et le nom du père de Jess, le pompier Holloway, fut lavé. Un rapport falsifié, un enregistrement vocal de Garrett et le carnet personnel du maire Luther Grant forcèrent tout le système de Glenmore à baisser la tête. Luther, autrefois considéré comme un symbole de stabilité, fut inculpé pour fabrication de preuves et pour avoir indirectement causé la mort de 3 personnes dans l'incendie de 2019. Dans les jours qui suivirent, Carter, avec l'aide du Fonds des vétérans, acheta le terrain où se trouvait autrefois l'ancienne cabane de Jess et Ellie. Il annonça des plans pour construire un centre communautaire gratuit pour les enfants des montagnes à cet endroit, le nommant Foyer Mémorial Holloway. À l'aube, la lumière du soleil filtrait à travers les pins et jetait des rayons chauds sur le terrain blanc et bleu. Une plaque de laiton sur le portail en bois indiquait « Foyer Mémorial Holloway, centre de soutien communautaire pour les enfants des montagnes ». Le son d'une canne résonnait rythmiquement alors que Garrett, le soudeur vieillissant, se dirigeait vers le premier rang. À côté de lui se tenait Carter, non plus en uniforme, mais portant une simple chemise blanche aux manches lâchement retroussées,
symbolisant un homme qui avait déposé ses armes et ouvert son cœur au monde. Ellie, maintenant capable de se tenir debout avec son déambulateur, était assise à côté de Madame Mullins. La femme âgée baissa la tête et dit doucement, « J'aurais dû parler plus tôt. Mais aujourd'hui, je suis ici pour écouter, si vous me le permettez encore. » Lucille, la propriétaire de la boulangerie qui avait autrefois chassé Jess, s'approcha avec un plateau de pâtisserie chaude et parfumée. Elle le posa sur la table commune et murmura, « Tu venais ici vendre du bois de chauffage. Maintenant, si tu me le permets, j'aimerais venir ici pour faire des gâteaux. » Un par un, les gens montèrent les marches, chacun plaçant une pierre blanche et lisse, suivant une nouvelle tradition que Gareth avait suggérée, que chaque tort soit réparé par un acte, non par des fleurs ou des mots. Jess, vêtue d'une chemise propre et de chaussures neuves, monta sur l'estrade. Dans sa main se trouvait le premier discours qu'il ait jamais écrit. Mais après avoir regardé la salle, il plia le papier. Sa voix s'éleva, lente mais ferme, « Je pensais que je traînerais des sacs de bois de chauffage pour le reste de ma vie. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose. Si quelqu'un marche à tes côtés, alors tu ne portes rien seul. Ici, nous nous portons les uns les autres. » Les premiers applaudissements vinrent de l'ancienne enseignante de Jess, celle qui était autrefois restée silencieuse. Puis, un par un, les gens se levèrent, non pas parce qu'on le leur demandait, mais parce que quelque chose dans leur cœur s'était adouci. Ellie sourit, un vrai sourire, pour la première fois. Elle se redressa, agrippa fermement son déambulateur, et ses yeux s'illuminèrent. Au dernier rang, le shérif Doyle était arrivé en retard. Silencieusement, il tendit à Jess une enveloppe. C'était l'acte de propriété d'un terrain à l'ouest pour un terrain de jeu. « Si tu veux toujours le construire, derrière les buissons de lavande, » dit-il. Carter s'agenouilla et creusa un petit trou. Il y plaça une boîte en bois contenant son vieil insigne et un ruban rouge et argent délavé, les symboles qui avaient autrefois défini sa vie en uniforme. « Ce que je portais pour protéger les autres, » dit doucement Carter, « je l'enterre maintenant, pour pouvoir enfin vivre. » À la fin de la cérémonie, Jess se tourna vers Carter et le serra dans ses bras pour la première fois. Puis, la voix basse, il murmura à l'épaule de l'homme, « Sans vous, ma sœur et moi dormirions encore dans le froid. Je ne sais même pas comment vous remercier. » Carter tapota doucement le dos du garçon. « Tu n'as pas à me remercier, » dit-il. « Simplement, vis. Vis d'une manière qui honore le nom Holloway. » La forêt de fin de printemps portait encore l'odeur humide d'un froid persistant, mais le ciel n'était plus d'un gris terne. Dans une petite clairière nichée entre les pins, 12 enfants des villages environnants de Glenmore étaient assis en groupe. Chacun portait un sac en tissu rempli de livres et de nourriture. Personne n'avait à traîner un sac. Personne ne gardait la tête baissée. Jess était maintenant guide au centre. Il ne parlait pas avec des mots sophistiqués, mais les enfants l'écoutaient, car quand il disait « Je mangeais de la neige pour survivre », il ne riait pas. Ils le croyaient. Il était assis au milieu du cercle, le feu de camp projetant une lueur vacillante sur ses joues hâlées par le soleil, racontant des histoires de la colline d'argile, de la roue cassée et de l'homme en uniforme qu'il avait un jour relevé quand toute la ville lui avait tourné le dos. Au loin, Ellie marchait le long de la lisière de la forêt. Personne ne la tenait. Pas de cadre métallique. Juste ses jambes, autrefois paralysées, bougeant maintenant lentement, un pas à la fois, chancelante, mais choisie. Chaque pas qu'elle faisait était comme une gifle au visage de l'indifférence qui avait autrefois piétiné les deux enfants. Mais plus maintenant. Chaque pas disait « Je suis en vie. Et je ne baisserai plus la tête. » Carter était assis sur une chaise en bois dans l'arrière-cour, tenant une lettre estampillée du sceau de son ancienne unité. Il le réinvitait, avec un grade plus élevé, un salaire triplé, la promesse de servir la nation comme il l'avait fait autrefois. Il la lut sans la moindre émotion. Mais quand Jess et Ellie s'approchèrent, il brûla la lettre juste devant eux. Le papier s'enroula, se tordit et se transforma en cendres. « J'étais un soldat, » dit Carter, sa voix rauque comme du vieux bois. « Mais quand ton père a été accusé à tort, je suis resté silencieux. Je connaissais la vérité et je me suis détourné. J'ai été un lâche et je le regrette. Si j'avais parlé ce jour-là, peut-être que ton père ne serait pas mort. Peut-être que vous non plus n'auriez pas eu à survivre en traînant des sacs de bois. » Il s'agenouilla, posant une main sur l'épaule de Jess, les yeux fermes, sans ciller. « Je ne peux pas vous rendre les années que vous avez perdues. Mais si vous me le permettez, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui resterai. Je préparerai le petit déjeuner, je vous accompagnerai à l'école, je vous apprendrai à réparer des serrures, à cultiver des légumes, à raconter des histoires de guerre. Je ferai tout ce qu'il faudra, tant que je ne tourne plus jamais le dos.
Jess resta silencieux un long moment. Puis, il ouvrit lentement la porte arrière de la cabane. Il parla doucement, sans le regarder. Il reste 2 bols dans la maison. C'est juste assez. Depuis ce jour, Carter ne partit plus jamais. Il se levait tôt, préparait le café, plantait des légumes derrière la maison et scellait la vieille porte de la bibliothèque que Garrett utilisait. Chaque matin, il versait 2 tasses de café, une pour lui, et une qu'il plaçait devant une photo encadrée de sa défunte femme et de sa fille. Quand les gens demandaient pourquoi il ne s'était jamais remarié, il souriait simplement et disait « Je vis avec ce que je choisis de garder ». L'ancienne chambre de Garrett avait été transformée en une petite bibliothèque. Sur les étagères, à côté de guides de carrière et de cartes militaires, se trouvait un carnet relié en cuir, ouvert à sa dernière page. L'écriture était tremblante mais claire, je suis resté silencieux trop longtemps. Mais à la fin de ma vie, j'ai vu la lumière là où je m'étais autrefois détourné. S'il y a une prochaine vie, laissez-moi être un enfant à Glenmore. Garrett est décédé dans son sommeil, laissant derrière lui la clé de sa maison privée et une note manuscrite, faisant don de tous ses biens au centre. Il n'y eut pas de grandes funérailles. Il avait dit un jour, si quelqu'un pardonne vraiment, il viendra me rendre visite quand les caméras seront parties. Une semaine plus tard, Jess se tenait près de la cheminée du centre. Dans ses mains se trouvait le vieux sac en toile de jute, la chose qui avait été son armure, son dos, son épaule, tout son abri. Il avait été lavé, recousu, plus déchiré, mais toujours le même sac. C'était mes murs, mon toit, ma colonne vertébrale. Mais maintenant, c'est assez, dit doucement Jess, puis il le laissa délicatement tomber dans les flammes. Pas un seul enfant ne demanda pourquoi. Ils se tinrent simplement la main. Ellie posa une main sur son épaule et murmura, « Tu n'as plus à le porter. C'est au tour de quelqu'un d'autre maintenant. » Cette nuit-là, un feu de camp flamboyait au cœur de la place de Glenmore. Aucun ordre ne fut donné, pas de haut-parleurs. Juste des maisons ouvrant tranquillement leurs fenêtres, des gens sortant en silence. Un par un, ils placèrent de petites pierres blanches au pied de Jess, suivant l'ancienne coutume que Garrett avait enseignée. Une personne, puis 2, puis 30, comme si toute la ville s'inclinait en signe d'excuse sans dire un mot. Une semaine plus tard, Jess écrivit la première lettre de sa vie. Elle était adressée à un garçon d'une ville voisine. Les rumeurs disaient que l'enfant était harcelé parce que son père était alcoolique. Je m'appelle Jess Holloway. Je ne suis pas doué pour donner des conseils, mais je pensais que personne ne me sauverait. Puis quelqu'un s'est arrêté. Alors j'écris ceci, non pas pour réparer quoi que ce soit, mais pour m'asseoir à tes côtés. Si tu as besoin que quelqu'un marche un bout de chemin avec toi, je le ferai. Et à partir de ce jour, les gens l'appelèrent la ville de ceux qui furent autrefois abandonnés, et de ceux qui choisirent de s'arrêter. L'histoire que vous venez d'entendre ne concerne pas seulement la correction d'un faux rapport ou la réhabilitation du nom d'un père disparu depuis longtemps. Elle traite de quelque chose de plus profond, la restauration de la confiance, le retour silencieux de la dignité à des enfants autrefois rejetés, et par-dessus tout, un rappel que la vérité peut être enterrée, mais elle ne peut être tuée. Le silence peut durer un temps, mais jamais éternellement. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice, mais vous êtes-vous senti trop petit pour parler? Gardez-vous quelque chose en vous, craignant que personne ne vous écoute vraiment? Cette histoire est pour tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles. Et si c'est là où vous en êtes en ce moment, souvenez-vous que quelqu'un, quelque part, cherche la vérité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir bon. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces vidéos ne sont pas seulement un divertissement. Elles sont un moyen de renouer avec quelque chose que vous avez perdu en cours de route. Alors si vous vous sentez fatigué, si le monde vous semble vous avoir oublié, laissez-moi un commentaire. Je le lirai, et je vous écouterai. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un proche, qui a déjà été lésé ou ignoré, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec lui. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire, au bon moment, pour apaiser la douleur de toute une vie.